Et dis-moi, s'il vous plaît, qui déjà travaille avec le blockchain? Déjà travaille. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ok. C'est bien ça. Ça veut dire qu'on a une soirée productive. Par contre, je vais me présenter. Je suis Igor Leventiev. Je suis architecte Azure. Tout ce qui concerne des clouds Azure. C'est ça, avec ce petit page bleu. Microsoft Most Valuable Professional. Par contre, désolé pour mon français. Ça peut être de temps en temps vraiment très difficile pour comprendre qu'est-ce que je vais dire. Oui, mais c'est la vie. Oui, c'est ça. Et par contre, je suis lead architecte dans tous les blockchains et outils projets de Visio Group. Tous ces projets on a pas mal de projets. Aujourd'hui, on va discuter par rapport à un des projets qui serait non-naissant, mais c'est plus tard, c'est pas maintenant. Maintenant, le but ici, si j'ai bien compris, vous voudrez un petit peu faire une deep dive dans les technologies, de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Comment développer, oui? Oh, ok, c'est bien ça. Par contre, vous pouvez me demander les questions juste dans la durée de la présentation directement. Le but est de construire une discussion avec vous. Aussi, je suis un traîneur, je suis un consultant, mais c'est le blabla. Je pense qu'on peut passer sur la présentation. Par contre, je suis devenu expert pas très longtemps au niveau de blockchain. J'étais invité à plus gros événement de Microsoft à l'Europe de l'Ouest. C'était à l'Ukraine. Par contre, je suis ukrainien. On a plus de 1000 participants dans 3 journées. C'est une grosse événement et plus hackathon. C'est la fin de la hackathon. Il n'y a pas beaucoup de personnes parce que du coup, à la 3e journée, tout le monde était comme ça. Et oui, mais c'était vraiment cool event avec beaucoup de personnes de Microsoft. J'ai indiqué les 2 figures. Une figure, cette personne s'appelle Konstantin Goldstein. C'est l'évangéliste Microsoft, mais comme maintenant pas des DX. Et je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Mais il est vraiment cool personne, il connaît bien la technologie. Il est en train de développer cette technologie avec Microsoft. Et des représentants de l'Europe de l'Ouest de Microsoft, le directeur général. C'est un petit détour d'expérience. Allez. Je pense qu'on doit commencer à partir de définition qu'est-ce que c'est le blockchain. Pour dire vraiment simplement, blockchain c'est l'Internet des valeurs et des transactions. Ça veut dire que c'est une technologie qui permettra de faire un échange anonymisé et sécurisé. Il y a beaucoup de cas d'utilisation. Je sais pas, j'ai oublié mon comment ça s'appelle là? J'ai oublié mon clicker, oui. Et je vais aller tout à l'heure. Ok, par contre, quand on discute par rapport de blockchain, comme c'est les technologies, il y a 3 macro-usages de ces technologies. Il y a des transferts de value, il y a des traçabilités, il y a des automatisations. Et à ce moment, on peut appliquer cette technologie n'importe quel domaine. Par exemple, si vous voulez faire traçabilité de votre voiture, où il y a votre voiture à ce moment. Si vous voulez faire des traçabilités des travaux qui est réalisés avec votre voiture, pas grave. Si vous voulez quelque chose payé, c'est le cas. C'est le premier système qui est sorti en utilisant de la technologie blockchain, il s'appelle Bitcoin, qui permet de faire juste échange de valeurs. Maintenant c'est très high parce que le Bitcoin, les prix de Bitcoin est vraiment cher. Et tout le monde veut obtenir un petit morceau de blockchain ou de Bitcoin. Programme loyalty programme. Par exemple, si vous gagnez une poids, par exemple chez Casino, Carrefour, etc. Aussi, vous achetez quelque chose, après, par rapport des résultats dans votre check, vous gagnez quelques points. Idéalement, les votes aussi, idéal, parce que du coup, on doit justifier que les personnes aient voté une fois. Le but ici, pour imaginer, la technologie blockchain permet-vous de créer une base de données dans laquelle vous faire écriture seulement une fois. Si vous avez déjà quelque chose écrit dans ce base de données, il n'y a pas de possibilité de changer officiellement. Officiellement, c'est possible, mais officiellement pas, parce que c'est déjà garanti par grosses mathématiques. Supply chain, tout ce qui concerne des projets supply chain, et aussi tout ce qui concerne Internet des objets connectés.
Par contre, pour justifier que c'est les belles data, belles appareils, etc. Il y a trois grands utilisateurs de la blockchain, c'est les suppliers, c'est les entreprises qui fournissent quelque chose. Il y a des clients, c'est le classique exemple des bitcoins et pourquoi c'est vraiment une technologie de hype. Et il y a des employés, lesquels veulent implémenter pour justifier, par exemple, pour justifier les documentations, pour justifier les processus, etc. Parce que toujours, on peut, si on a fait une fois enregistrer une transaction, après on peut regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Si les transactions elle est vraiment ancienne, ça veut dire que il est presque pas possible de changer. Je vais expliquer pourquoi. Comme j'ai déjà dit, c'est les words magiques, c'est les mots magiques à ce moment, malheureusement. Et tout le monde veut travailler avec les blockchains. C'est difficile, c'est juste pour une fois. Par contre, il y a des choses lesquelles justifient cette complexité. Parce que du coup, imaginez une solution classique, une application classique. Vous êtes par exemple une website. Il y a des fronts, il y a des backs, il y a des parties des bases de données. Si on discute par rapport aux solutions blockchain, il y a des back front qui sont séparés. Il y a aussi réseau blockchain. Il y a des notations de smart contracts, lesquelles exécuter. C'est l'analogue de la personne dans le réseau. Mais c'est une code qui travaille automatique. Quand on discute par rapport de la blockchain, il y a à ce moment, il existe plus que 2000 plateformes. Dans cette liste, il y a plus populaires, les plateformes plus populaires. À ce moment, il y a quelques générations de blockchain, on va discuter par rapport de ça un petit peu plus tard, mais très très populaires plateformes, lesquelles permettent de faire une programmation, ajouter une code pour exécuter. Les premières plateformes, c'est très très connues, c'est Ethereum. Je pense que tout le monde a déjà écouté ces mots. Dans les 2 derniers mois, ça a gagné plus que $400 pour une coin. Après, il y a Multichain, OpenChain, Hyperchain, Lisk, Waves, NEM, Hyperledger. Aussi, les mots qui sont vraiment connus, c'est les technologies de IBM, qui est basée au niveau de Java. Et aussi, il y a 2 plateformes. Il y a une plateforme qui est séparée de ça, c'est BitchainDB. Plus tard, je vais expliquer pourquoi cette technologie est séparée, parce que ce n'est pas une vraie blockchain. Ça utilise les technologies de blockchain, mais ce n'est pas une vraie blockchain. Et maintenant, pour faire les bels choix d'architecture, et bel choix de la plateforme, c'est juste la question à quel langage de programmation vous êtes familier. Par exemple, Ethereum. Est-ce qu'il y a ici les gens qui connaissent très bien JavaScript? Parfait, ça veut dire que dans un jour, vous pouvez écrire, votre premier smart contract. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent très bien Java? Bienvenue à Moog. À Microsoft User Group. Votre choix, c'est Hyperledger. Parce que du coup, cette technologie permet de faire vraiment d'écriture les codes, lesquels va exécuter au réseau en Java. Est-ce qu'il y a les gens aussi qui connaissent très bien Python? Votre choix, c'est BitchainDB. Parce que tous les modèles data, tous les modèles data, il est écrit en utilisant des Python. Mais par contre, BitchainDB, c'est le projet qui est vraiment séparé parce que c'est une vraie base de données. Mais à partir de ça, on va discuter un petit peu plus tard. Ok, une transaction, beaucoup de concepts. Imaginez les solutions, ok, je vais utiliser ça, que quelqu'un de vous, c'est Alice. Alice veut transférer d'argent à Bob. Comment ça se passe? C'est les gros schémas de réseau. Il y a des participants de ce réseau, ça veut dire il y a des clients. Alice, Bob, je sais pas, client B, client C, etc. Et aussi, il y a des parties techniques de la réseau qui s'appellent mineurs, lesquels font des calculations de votre transaction. Les transactions, ils s'occupent dans une bloc. C'est très très cher de partager toutes les transactions au niveau technologique dans le réseau. Parce que quand vous êtes envoyé les transactions, ça ajoute automatiquement dans une bloc. Si c'est le bloc pas fini, ça ajoute à la moment que l'état de bloc il arrive à la limitation, et après on a sauvegardé dans le réseau. Les buts que chaque fois, pour faire les transactions, Alice dit à la réseau que je vais envoyer 10 coins, n'importe lequel, à Bob.
Qu'est-ce que le réseau doit faire? Le réseau doit vérifier est-ce que dans les comptes de liste, il existe ces 10 codes lesquels on peut envoyer. Après, le problème que tous les mineurs doivent fournir une fonction mathématique et justifier que cette transaction elle est valable. Il doit calculer une hash, laquelle va après vraiment rapidement et facile décomposer à les chiffres initiaux. Et après, on a c'est les fonctions exponentielles. Oh, désolé pour mon accent. Et c'est chaque fois, c'est vraiment compliqué. C'est parce qu'il y a beaucoup de mineurs. Et si les mineurs calculent bien, il arrive de calculer ça et d'obtenir une prime de la calculation. C'est parce que, par exemple, dans Chinois, on pouvait trouver maintenant vraiment beaucoup de photos avec une grosse farm de blockchain, avec des cartes graphiques dans 3 à 4 étages, lesquelles consommaient l'énergie comme une, je sais pas, comme en Suisse, je pense. Oui, mais comme petit pays, mais c'est comme ça à ce moment. Et le but de cette prime, que vous allez obtenir des primes et vous pouvez utiliser ça comme votre argent. En plus, on doit comprendre que toutes les quantités de coins dans le réseau, il est limité. Ça veut dire que on n'a pas de chose qui est unlimited. On ne pouvait pas émettre plus de coins qui existent dans le réseau. Ça veut dire que il y a à un moment donné, on arrive qu'il y a tous les coins, il est dans toutes les personnes. Et chaque jour, on ajoute des complexités pour calculer des choses. Quand on arrive à calculer le bloc, quelques transactions arrivent à calculer le bloc, et chaque prochaine transaction, chaque prochain bloc, il existe des restes de la bloc précédente. C'est juste pour après décomposer vraiment rapidement de toutes les transactions qui existent dans le réseau. Est-ce qu'il y a des questions ici? Ah. Une fois que tous les coins vont être répartis, le réseau va s'arrêter, puisque les mineurs n'auront plus d'intérêt à miner, et sans mineurs, il n'y a plus de transactions qui se font. Oui et non, parce que comme on a les RH, on a les zones, chaque fois on a fait les transactions. On a acheté quelque chose, on a vendu quelque chose, etc. Dans tous les cas, les transactions vont être continues. Ce n'est pas les banques qui vous déposez votre argent et ça reste dans les banques. Chaque fois, il y a une petite transaction. Le problème que le mineur, en même temps, il fait des mining de nouvelles coins, il calcule les nouvelles coins, et aussi il fait des mining de les transactions, pour calculer les transactions. Si tous les coins sont restitués dans les gens, dans les participants de la réseau, oui, le réseau va être en attendre. Mais dans tous les cas, il va y avoir des transactions qui vont arriver. Parce qu'à ce moment, juste pour une fois, à la blockchain, il y a plus qu'un million de transactions dans les secondes qui passent. Pour l'état des réseaux. Les prix des markets, c'est quelques milliards d'euros à ce moment. Pour les choses qui presque n'existent pas. C'est les codes. C'est les codes et c'est une hash fonction. Hop. Les buts que les blockchains, c'est les sécuriser, distribuer et partager ledger. Qu'est-ce que c'est ledger? C'est le mot anglais, je ne sais pas s'il y a des correctes traductions en français, mais le but que c'est une base de données avec une écriture, mais après beaucoup de fois on peut les résoudre. Le but que chaque participant de la réseau, ils ont leur propre copie de toutes les transactions qui passent dans le réseau, leur propre base de données. Aussi, c'est les sécuriser parce qu'on ne connaît pas c'est qui participe dans le réseau. C'est important qu'on discute au niveau de la blockchain. Et le but que les valeurs de la blockchain, il est lié directement à la quantité de participants dans le réseau. Si le réseau est plus gros, ça veut dire qu'on a de plus grosses plus grosses quantités de coins, lesquelles on peut calculer. Mais il est limité. À un moment donné, on est arrivé. Juste pour comparer, pour comprendre les grosses différences et pourquoi c'est très très hype à ce moment, il y a un système traditionnel. Imaginez que vous travaillez dans les banques. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui travaille chez banque?
Ok. Comme c'est le système classique, ils ont leur propre base de données, leur propre système, que c'est un système qui est centralisé, qui marche, on est connecté à ce système, on fait la transaction, on va envoyer de l'argent, etc. On a fourni les documents, etc. Avec les blockchains, c'est un petit peu différent parce que chaque participant, ils ont leur propre base de données, par rapport de laquelle il peut justifier est-ce que cette personne elle est créditable et valable. Est-ce qu'il y a de l'argent dans leur compte? Est-ce que cette personne peut faire des fraudes? Est-ce que cette personne n'est pas terroriste? Parce que du coup, à un moment donné, le réseau peut annuler la transaction, refuser la transaction. Ça veut dire pourquoi? Toutes les décisions dans les réseaux blockchain, ils prenaient dans un consensus. Si 51% des participants décidaient que refuser la transaction va être refusée. Sinon, il va accepter. C'est très important parce qu'il y a trois types de la réseau. Il y a un réseau privé, hybride et public. Quand on discute par rapport de la public blockchain, qu'est-ce que c'est public blockchain? C'est que tout le monde peut entrer dans ce réseau. Toutes les règles, il est connu. Par exemple, si vous installez dans votre serveur logiciel, vous ajoutez des connection strings vers les réseaux et ça marche. Vous pouvez commencer de faire des mining, de faire des transactions, ajouter des wallets, etc. Quand on discute par rapport de la blockchain privée, ici c'est la carte blanche pour le propriétaire de la réseau. S'il veut, s'il veut, vous pouvez entrer dans le réseau. S'il ne veut pas, mais désolé, c'est votre problème. Mais dans tous les cas, ça donne les traçabilités au niveau de la loi et au niveau de la technologie. Et aussi, il y a des hybrides blockchain dans lesquels peut entrer n'importe lequel, mais juste cette personne doit utiliser une règle d'entrée. Une règle, par exemple, pas faire toutes les machines doivent travailler juste 24 heures sur 24 heures, etc. C'est un petit exemple. Aujourd'hui, on va discuter seulement au niveau des blockchains privées. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Pourquoi on va discuter juste avec, par rapport de la blockchain privée? Parce que c'est sur Azure et c'est Microsoft qui fournit. Non, non. Ok, le problème que sur la blockchain publique, c'est bonne idée, mais c'est pas enterprise ready. Parce que par exemple, imaginez que vous avez développé la solution, une smart contract, mais après on va discuter qu'est-ce que c'est smart contract. Une smart contract laquelle va faire écriture dans les bases de données, je sais pas. N'importe quelle donnée, pas grave. Aujourd'hui, le prix de la transaction, il est 10 $. Demain, on ne connaît pas quel va être le prix. Quel intérêt pour l'entreprise utiliser les blockchains publiques? Aucune. Parce qu'on ne peut pas provisionner le prix final de la solution, de la consommation de la solution. C'est parce que tout le monde décide maintenant d'utiliser les blockchains privées. Ok, c'est une partie jolie, c'est une petite intro pour comprendre qu'est-ce qu'il va passer derrière. Dans Azure, il y a beaucoup de choses. Il y a une nouvelle offre qui s'appelle Blockchain as a Service. J'ai pu dire que cette offre elle est basée au niveau des machines virtuelles. Comme toutes les technologies, elle est presque open source. Ça veut dire que n'importe qui peut héberger les solutions blockchain. Par exemple, Ethereum, vous pouvez entrer sur le site ethereum.org, télécharger toutes les distributions installées chez vous. Aucun problème. Juste, c'est la question combien de temps vous va perdre pour installer ça et pour configurer que ça marche bien. Microsoft a décidé qu'il doit fournir une belle solution qui permette vous de vraiment bien entrer dans le développement. Ça veut dire que dans 10 minutes, vous pouvez développer quelque chose. Et en même temps, il peut donner les connexions vers l'enterprise application. Par exemple, comme la gestion d'identité Active Directory. Intéressant. Vers les CRM, Dynamics CRM ou Dynamics ERP ou Dynamics Nav, etc. Et vers les autres services. Et le but que Microsoft s'appelle Blockchain as a Service,
Mais juste une fois, j'écoutais qu'une personne de Microsoft me dire que c'est niveau IaaS++. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que c'est IaaS? Oh, mais parfait, tout le monde déjà connaît, déjà sait qu'est-ce que c'est Azure. IaaS++, pourquoi? Parce que du coup, derrière tout cette bazar, c'est une template ARM, laquelle décrit quelle taille de la machine virtuelle et quel logiciel on utilise sur cette machine virtuelle. Qu'est-ce qu'on a besoin d'installer pour que ce réseau marche? Parce que IaaS++. À ce moment, il y a pas mal de plateformes qui est disponible dans Azure, laquelle on peut installer juste de suite dans quelques clics. Le plus populaire c'est R3 Corda, Ethereum classique, Enterprise Ethereum, lesquels on peut utiliser, Hyperledger. Ça c'est vraiment intéressant parce que du coup, comme c'est les technologies d'IBM, je ne sais pas comment Microsoft a installé ça dans l'Azure. J'étais vraiment surpris quand j'ai vu qu'il y a une nouvelle offre qui s'appelle Hyperledger. Chime, Digital Asset, Quorum, quoi d'autre, Strato, etc. Il y a vraiment beaucoup, et ça veut dire que dans quelques clics, on peut installer. Juste un petit peu plus tard, on va installer avec vous un vrai réseau, avec un vrai participant, on va essayer d'envoyer d'argent. Ok, au niveau d'Azure, je pense que vous avez déjà vu ce slide, sauf ce petit rectangle jaune. C'est toutes les solutions qui existent, toutes les services qui existent dans Azure. Et à ce moment, Blockchain as a Service utilise les containers derrière et aussi il utilise les machines virtuelles. Aussi, après les buts, Microsoft veut intégrer dans ces solutions Key Vault pour comme les stores sécurisés de la clé et aussi Azure Active Directory pour les stores d'identité. Pour rentrer, par exemple, vous êtes votre compte AD privé chez votre entreprise, lequel est à compte Azure, lequel après vous pouvez réutiliser. Service bus, mais c'est les bus, c'est l'analogue de RabbitMQ, juste pour un petit peu atteindre de la transaction, parce que par contre, il y a des limitations dans les réseaux. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire plus que 10-15 transactions dans le réseau public, dans ces comptes, parce que ça prendra le temps que ces transactions processées. Si le réseau est gros, il n'y a pas de cette limite. Si le réseau est petit, il y a de cette limitation. Aussi, Notification Trap pour envoyer une notification et Machine Learning Key Event Trap, c'est aussi pour faire des analyses de données après, quand on a fait des intégrations vers les systèmes différents. Hop. Les idées que blockchain partenaire, elle est vraiment pas mal. Cette liste, à vrai dire, je ne connais pas tous. Je travaille juste avec quelqu'un. C'est pas possible d'être expert dans tous les systèmes. Je sais pas, c'est les personnes qui doivent faire quelque chose comme ça. Le but que l'infrastructure on peut déployer dans n'importe laquelle distribution Linux. Par contre, c'est Linux qui est derrière, c'est pas Windows. Je sais que vous aimez Microsoft, mais malheureusement. Base de données. Par contre, toutes les bases de données, presque tous, c'est les bases de données NoSQL, parce qu'il y a des données qui ne sont pas liées. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser les bases de données classiques relationnelles. Il y a déjà un framework qui permet de faire développement. Par exemple, pour Corda, vous pouvez utiliser pour Strato, vous pouvez utiliser Microsoft.NET, sans aucun problème. Pour Hyperledger Java, où il y a des PHP aussi, etc. Il y a des intégrations avec applications. Aussi, il y a des intégrations DevOps avec les choses comme orchestrateur Puppet, Chef, Ansible, etc. Et aussi, vous pouvez faire votre client avec votre app portable à l'application mobile et connecter vers les réseaux. Ok. Pour déployer des réseaux blockchain, qu'est-ce que vous devez faire? J'ai fourni une petite liste et j'ai calculé combien de temps vous avez besoin pour déployer votre première architecture, une vraie architecture. Pas l'émulateur dans votre machine. Une vraie architecture blockchain avec des transactional nodes et avec des nodes mineurs. C'est important. Pour le moment, vous devez entrer sur les sites, par exemple, on ne discute pas pour Ethereum. Vous devez entrer sur ethereum.org, regarder les docs. Je sais pas, ça dépend combien de temps ça va prendre, mais
Ça prendra un petit peu de temps. Après, vous devez déterminer des topologies de la network et de la consortium et décider quel type de la réseau je veux déployer. Est-ce que je veux déployer une entrée sur les réseaux publics? Est-ce que je veux faire une réseau privé? Est-ce que je veux faire une réseau hybride? Après, mapper cette topologie vers la ressource Azure ou vers la ressource n'importe quel vendeur de la hardware. Après, écriture une template ARM, si vous voudrez automatiser, ou une receipt chiffre, ou receipt ansible, ce n'est pas le problème. Après, vous devez configurer une cliente Ethereum via Bash Scripts. Et à vrai dire, c'est les scripts comme ça. Ce n'est pas les choses qui sont comme ça. Et vous devez comprendre chaque ligne. Après, vous devez configurer une protocole properties. Après, sur les protocoles properties, vous devez configurer un fichier de Genesis, lequel détermine à quel niveau votre network va marcher. Quelles sont les règles de participation, quel est le prix des transactions, etc. Après, vous devez installer une Ethereum account. Vous devez débloquer cet Ethereum account parce que sinon, par défaut, il est bloqué. Après, vous devez faire des tests. Et après, vous devez intégrer avec les autres services. Mais dans tous les cas, à la fin, c'est 3 semaines. C'est idéalement que c'est 3 semaines. Ça peut prendre beaucoup plus. Alors, la première fois, quand je fais ça, ça me prendre 1 mois, quelque chose comme ça. C'est compliqué. Qu'est-ce que Microsoft proposait? Il a dit que arrête, c'est le bazar. Et oui, c'est compliqué. On doit faire ça un petit peu plus rapide. 5 minutes et 10 paramètres. Maintenant, je vais vous justifier. On va déployer avec vous une architecture, ok? Je vais utiliser une chose. Ok, c'est mon portail Azure. Je vais essayer un petit peu de faire ça plus mieux. J'espère. Ok, pour le moment, on va créer une nouvelle ressource groupe. Mouglion. Dans l'Europe de l'Est, parce que c'est plus proche, c'est Amsterdam. Ok, parfait. Et ici, comme je vous dis, il y a une petite... Je sais pas. Ici, hop, c'est ça. C'est le bouton. Je vais essayer de faire un petit peu différemment. Ah oui, comme ça. Parfait. Et comme je vous dis qu'ici, il y a des choses... Hop, désolé. Il y a des choses préconfigurées, c'est Ethereum, c'est Hyperledger. Par contre, c'est juste ces 2 templates qui sont fournis par Microsoft. Tous les autres templates, ils sont fournis par third-party providers. Ça veut dire, si vous voulez, vous pouvez maintenant faire votre propre solution blockchain et après partager dans le marketplace. Et gagner un petit peu d'argent. Il y a Corda, il y a Quorum. Par contre, Quorum, c'est vraiment chose qui est vraiment jolie, c'est les forks d'Ethereum. Ça veut dire que, par défaut, tout ce que vous êtes fait avec Ethereum, ça automatiquement compatible avec Quorum. Et c'est vraiment intéressant. Strato et Chaincore. Par contre, Strato, c'est payant. Strato, c'est juste développement gratuit. Pour production, c'est payant. Mais si vous pensez que c'est vraiment petit comme les listes, vous pouvez cliquer ici. Madame, il n'y a plus beaucoup. Ok, on arrive bien aussi. On va créer un réseau. Blockchain. Ah, merci. Ok, pas grave. Ethereum Consortium. Hop, on va faire des créations. Ici, on doit configurer un paramétrage basique. Le premier, c'est ressource préfixe, ça va être MOOC. Account d'admin. Comme j'aime les SSH public key, je vais utiliser SSH public key parce que c'est plus correct. Merci.
Je vais utiliser une ressource groupe laquelle on a créé juste de suite. Après, on a dit OK. Et maintenant, on doit décider quelle est les performances du réseau. Combien de participants, combien de load balancers et combien de transactional nodes. Cette node, il va être transactional node, c'est les nodes publiques. Consortium mining node, c'est les nodes privées. Après, je vais vous monter un schéma. Je laisse ça par défaut parce qu'on n'a pas besoin d'un très gros réseau. On a fait juste OK. Après, il m'a demandé de configurer Network ID. Par contre, cette Network ID, il est vraiment important. Après, si vous voulez ajouter dans les réseaux existants une autre personne, il doit connaître cette Network ID. Et après, il va être directement lié vers le network. Soit avec VPN, soit avec static route, etc. Ici, on va installer juste mot de passe. Ici, il ne veut pas. Il est petit. Attends. On a cliqué OK. Après, il va nous donner les summaries. Qu'est-ce qu'on va déployer? Attends, il va valider tous les paramétrages. Après, si on voulait, on peut regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Comme je vous dis, c'est une template qui est derrière et qui va être déployée. C'est juste une description, qu'est-ce qu'on veut déployer. Avec quel paramétrage, avec quel template de machines virtuelles, avec quel réseau, etc., etc., etc. On a cliqué OK et on a commencé le déploiement. Attends. Les freins aussi, mécanisme. OK, on a cliqué Purchase. Allez. Et maintenant, ça prendra peut-être 10 minutes pour déployer. On peut continuer les slideshows. On peut continuer les présentations. Par contre, comme je vous l'indiquais, ça prenait 5 minutes et 10 paramètres. C'est pas très difficile. Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ça, c'est la question qui est vraiment intéressante. Qu'est-ce qu'on a maintenant déployé? On a déployé 2 networks, virtual networks, avec 2 subnets différentes. Parce qu'on a une network privée avec tous les mining nodes. C'est au niveau de la sécurité. Et on peut accéder vers cette mining node juste avec ce réseau. Et on a des réseaux avec transactional nodes qui backed par load balancer. C'est-à-dire que si vous êtes plus qu'une transactional node, juste que tous les nodes travaillent en même temps, on a divisé les threads et les transactions par les nodes. Parce que par contre, après, c'est les mêmes miners qui va calculer tout ce qui passe. Aussi, on a déployé une petite web application, c'est les pages d'admin, après lesquelles je vais vous montrer, et on a configuré tous les processus de connexion vers la machine virtuelle. C'est important. Est-ce qu'il y a des questions ici? Ok. Si on veut créer une multi-members topologie, parce que imaginez les situations, ça c'est un template lequel j'ai juste déployé avec une participant. Ok, ça c'est bien ça. Mais par contre, si on veut ajouter une autre participant de réseau, une autre entreprise, une autre personne, etc., on doit déployer une multi-members topology avec transactional nodes et mining nodes privés. Ici, on a juste fait des migrations presque les mêmes réseaux et on a fait des connexions via gateway et via VPN across des nodes. Idéalement, on a configuré des BGP. Juste pour comprendre quelles sont les nodes les plus proches de moi. Mais après, ça reste les mêmes. On a des réseaux avec des transactional nodes, on a des réseaux avec des mining nodes. Ok. À l'époque, Microsoft s'appelle ça Project Bletchley. Ça a commencé plus qu'un an déjà. Qu'est-ce que Microsoft veut faire? Il veut créer une proposition, une valeur sur les marchés qui va utiliser Azure comme le hosting provider de la solution blockchain. Après, Microsoft veut fournir un service d'accès, comme une layer d'accès, avec
une framework qui permet de vous développer des connexions vers les ressources externes, comme je dis, comme les first party de Microsoft Office et les autres de SAP, Salesforce, Box, et par exemple l'intégration avec votre propre service, etc. Et il veut développer une blockchain qui va diviser par domaine. Par exemple, une blockchain qui est dédiée à la banking, une blockchain qui est dédiée vers la manufacturing, une blockchain qui est dédiée vers la retail, etc. Et maintenant, qu'est-ce que Microsoft proposait? Il a proposé que, ok, comme c'est le commencement, on doit un petit peu étudier tout ce qu'il passe et faire de premiers développements, première proof of concept, juste pour comprendre comment ça marche. Après, vous devez ajouter les complexités dans votre projet. Ça veut dire que vous devez ajouter une connexion off-chain. Toutes les connexions qu'il n'y a pas dans le réseau, c'est les connexions off-chain. Et ses points faiblesses dans l'application. C'est très très important. Parce que s'il y a des personnes qui hackent votre connexion externe, ils peuvent accéder vers les réseaux. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez développer un écosystème et après revendre votre développement. Ok, pour comprendre l'évolution de blockchain, j'espère que tout le monde sait qu'est-ce que c'est Bitcoin. C'est le blockchain 1.0, c'est le blockchain standard qui juste permettent de vous faire des échangements de les transactions, échangements d'argent, des coins. C'est très très hype, mais le problème c'est que c'est le simple ledger qui enregistre juste les transactions. C'est presque pas possible d'ajouter une data vers ces transactions, parce que c'est les transactions, c'est juste une hash. Après, il était une évolution de la blockchain qui s'appelle blockchain 2.0, qui ajoute une logique avec des smart contracts. Qu'est-ce que c'est smart contract? C'est une code qui est exécutée. Si vous êtes familier avec des programmations objet orientées, c'est une classe abstracte, on peut dire comme ça, facilement, qui peut exécuter automatiquement. Par exemple, il fait des émulations de les participants de la réseau. Par exemple, il fait émulation de vous. Par exemple, si je vous envoyais par exemple 10 coins avec data, je sauvegarde cette data sur mon file system. Par exemple, c'est les codes qui exécutent ça. Après, qu'est-ce que Microsoft veut faire? C'est l'innovation de Microsoft et c'est très important. Il veut ajouter des middleware, lesquels permettent de vous faire des connexions vers systèmes différents et vers ledgers différents. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà écouté que juste quelques semaines dernières, Microsoft a annoncé Coco Framework? Coco. Oui, ça s'appelle Coco. Ah oui, c'est joli, mais ça s'appelle Coco. Le but, c'est une framework qui permet de faire des connexions vers les différentes ledgers. Elle permet de faire une middleware, développer une application, une API unie, qui est connectée directement vers les ledgers différentes. Mais Microsoft vient, Microsoft a annoncé, mais je ne sais pas quand on peut se tester. Et ça, c'est l'innovation de Microsoft. Parce que Microsoft dit qu'à ce moment, vous pouvez être indépendant de la plateforme. Parce que toutes les solutions qui maintenant utilisent les blockchains, c'est les solutions qui sont dédiées directement pour la plateforme. Par exemple, si vous êtes développé quelque chose pour Ethereum, vous êtes obligé de rester avec Ethereum. Si vous êtes développé quelque chose pour Hyperledger, vous êtes obligé de rester avec Hyperledger. Malheureusement, vous ne pouvez pas mixer les technologies et les ledgers différentes. Et aussi, vous ne pouvez pas mixer les réseaux différents. C'est important. Si c'est Hyperledger, ça doit rester Hyperledger avec des logiciels Hyperledger. C'est important. Microsoft dit que, ok, on va arrêter ça, on va développer notre propre solution. Ok, smart contract. Comme je vous ai indiqué, smart contract, c'est une code dans laquelle vous pouvez trouver une méthode, dans laquelle vous pouvez trouver une field, une value laquelle vous pouvez sauvegarder. Après, le but que vous ajoutez event, par exemple, vous envoyez une transaction vers cette smart contract, ça fait des écritures dans le réseau. Ça fait une transaction qui est calculée comme les hashes de transaction. Et après, pour enregistrer seulement les hashes, digital signature de la transaction. C'est important. Après, vous pouvez décomposer et regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Et tous les participants des réseaux peuvent faire ça. C'est vraiment important.
le but que smart contract, c'est une notation laquelle on peut dire que comme la notation légale. Par exemple, imaginez que vous êtes un contrat sur les papiers. Vous pouvez faire la même chose avec smart contract. Juste que un exemplaire de votre smart contract, c'est une exécution. Une fois vous êtes exécuté, imaginez que vous êtes des noms, prénoms comme les fields, après date, après les participantes, après les data. Vous envoyez cette code, c'est automatiquement signé, ça sauvegardé. Et après, on peut justifier que ça a déjà fait, avec tous les paramétrages. En plus, smart contract peut être vraiment simple. Il peut juste donner pour vous votre détail de votre balance, détail de la transaction de laquelle passer, etc. C'est le code qui exécute. J'ai une petite question. Ah oui. Les contrats ils sont exécutés en même temps que le hash est réalisé. Et ça veut dire que plusieurs mineurs peuvent l'exécuter en même temps. Oui. Et finalement, il y en a, ils vont l'exécuter pour rien en fait. C'est un coup, il y a 100 mineurs qui vont l'exécuter et finalement, il y en a qu'un qui va réussir à l'intégrer dans son bloc. Et oui, c'est ça. Parce que après, imaginez la situation, 10 millions de mineurs exécutent ce smart contract. Mais le problème que, comme c'est à chaque fois on doit calculer les hashes, et après on doit décomposer ces hashes. Le problème que les premiers qui arrivent de décomposer, leur résultat de calculation, il est gagné. Tous les autres, mais désolé les gars, prochaine fois. Et c'est le principe de la réseau. Sinon, c'est parce qu'il y a trop grosses, immenses farms dans Asie, dans le Chinois, dans le Kazakhstan, Mongolie, etc. Parce que oui, ça gagne beaucoup d'argent cette prime et c'est très intéressant. Si vous avez vraiment grosse capacité de calculation, vous pouvez gagner vraiment à grosse quantité d'argent. C'est pas quand ça concerne le Bitcoin. Parce que pour les blockchains, c'est trop complexe déjà pour calculer avec des cartes graphiques basiques par exemple. Pour Bitcoin, vous devez utiliser une hardware plus spécifique. Et sur le Bitcoin, par exemple, quand il y a trop de puissance de calcul, enfin, il y a la complexité qui s'ajuste. Avec des smart contracts, enfin, il peut y en avoir qui sont plus durs à exécuter, d'autres moins durs. Comment ça s'ajuste? Les complexités des smart contracts, il est lié directement à la data laquelle tu sauvegardais dans smart contract. Si tu payes deux fois. Première fois, tu payes quand tu déploies ton smart contract, parce que du coup, c'est le temps que le réseau doit calculer les hashes de ton smart contract. Et après, tu recevoir l'adresse unique des hashes de ce smart contract. Et la deuxième fois, tu payes quand tu exécutes ce smart contract. Si tu ajoutes dans les codes de smart contract que, par exemple, j'ai besoin 10 variables, je sais pas, nom, prénom, je sais pas quoi, ça va être une exécution plus longue que s'il y a une variable. Si l'exécution est plus longue, calculation finale, tu payes plus. Ouais, mais la complexité générale du réseau, c'est juste pas selon la complexité de tous les smart contracts qui doivent être minés. Oui et non, parce qu'en même temps, on a fait des mining de la transaction classique et les transactions de smart contract. C'est le réseau, il y a deux différentes transactions. Par exemple, imaginez tu as 10 contrats différents, et en plus tu as des 15 participantes, par exemple. Chaque participant fait la transaction, et il fait les transactions à chacun, ou il fait les transactions à la smart contract. Et le problème c'est que tu ne peux pas donner exactement quelle complexité. Tu peux imaginer et dire que provisoirement, la complexité va être comme ça. En plus, il y a aussi des notations de dépendance de la taille de la bloc. Si le bloc est le plus gros, ça veut dire qu'on peut ajouter plus de contrats dans le bloc. Ça veut dire que c'est plus facile pour les réseaux, mais c'est plus difficile pour calculer. Et du coup, sur Azure, on peut ajuster. On peut déployer juste réseau. Après, c'est vous qui décidez quel est le prix, etc. Mais les tailles des blocs, ça s'ajuste Oui, tout à fait, c'est le bloc Genesis, lequel j'ai indiqué sur les slides précédents. Quand tu configures le réseau, tu as un fichier, lequel fait des descriptions de toutes les parties des networks. Ce fichier s'appelle Genesis.json, dans lequel il y a des paramétrages. Quel est le prix des transactions, combien de monnaies tu peux émettre, quel est le temps d'exécution pour calculer, etc.
Quand on discute par rapport de la blockchain privée, c'est beaucoup plus facile. Parce que c'est vous qui êtes propriétaire de la ressource. C'est vous qui décide à quel moment je veux faire quelle complexité. Et par contre, pour la blockchain privée, c'est n'importe quoi, c'est pas grave quel est le prix de la transaction finale. Parce que c'est la mienne ressource. J'ai pas besoin de payer une vraie d'argent. J'ai déjà payé pour l'allocation de cette VM. C'est ça, c'est la différence. Ok. J'espère que je réponds à la question. Ok. On peut aller? Oui. Ok. Ok, juste pour summariser tout ce que je vais vous expliquer, je sais que c'est le thème vraiment complexe et en plus mon langue aussi est un petit peu complexe. Aujourd'hui, on discute par rapport de la blockchain 2.0, c'est la nouvelle. Et quelle est la différence avec des blockchains 1.0 avec des blockchains 2.0? Blockchain 1.0, c'est Bitcoin. C'est tout ce qui existe déjà sur le marché quelques années, que tout le monde déjà connaît, que tout le monde veut faire une transaction, que tout le monde veut gagner de l'argent. Pourquoi pas? À blockchain 2.0, il y a beaucoup de blockchains. Il y a des Ethereum, Corda, Hyperledger, Strato et n'importe quoi. Il y a plus que 2000 comme j'ai dit. Et le but que vous êtes arrivé, quand on arrive à la blockchain 2.0, on a déjà des choix. Qu'est-ce qu'on veut utiliser? On n'a pas, c'est pas maintenant obligatoire d'utiliser une seule provider. C'est nous qui décidons par rapport de notre compétence, de notre connaissance, etc. Blockchain 1.0, il permet de vous faire juste une transaction simple. Blockchain 2.0, c'est le generic contract. Ça veut dire qu'on a déjà ajouté une transaction avec les données additionnelles. Ça veut dire qu'on peut appliquer les besoins qui sont plus complexes. Blockchain 1.0, c'est juste une blockchain, c'est une réseau uni. Blockchain 2.0, il y a beaucoup de blockchains. C'est pas une seule blockchain, c'est juste il y a beaucoup de ressources. Et les idées qu'on peut partager l'information, oui. 1.0, ça comprend les Litecoin et tout ça ou pas? Le Dogecoin, ça reste du 1.0 ça? Oui, tout Il y a quand même plusieurs blockchains. Oui, si les blockchains ne permettent pas de faire de l'exécution de la code, c'est le blockchain 1.0. S'ils permettent de faire de l'exécution de code, c'est 2.0. C'est important. Les buts qu'on peut décider quelle partie on a partagé, quelle partie on a sauvegardé, on peut imaginer les solutions mixtes avec blockchain 2.0, avec blockchain 1.0, on ne peut pas faire ça, malheureusement. Blockchain 1.0, elle est juste publique, parce que tout le monde doit utiliser, c'est les mêmes réseaux, c'est la règle qui est fournie par Satoshi Nakayama. Blockchain 2.0, n'importe quel. Public, privé, hybride, domaine spécifique, c'est vous qui décidez. Blockchain 1.0, c'est Proof of Work, c'est la justification de travail. Ici, on peut décider comment on a accepté les personnes dans le réseau, Proof of State. Comment on peut décider comment on travaille, Proof of Work. Comment on arrive de mettre en consensus, Identity Vote, etc. Blockchain 1.0, toujours ouverte et toujours distribuée. Blockchain 2.0, c'est la blockchain dans laquelle vous décidez comment vous faire. Une question. Eh oui. Est-ce qu'on peut faire notre propre consensus, notre propre système? Oui. C'est juste que vous devez être conforme de la norme de la blockchain. Blockchain, c'est la technologie, c'est pas les normes. C'est juste la technologie laquelle vous pouvez appliquer. Si vous ajoutez la même complexité mathématique, on peut dire que vous avez créé une nouvelle network. Pourquoi pas? Par exemple, mettons, ce qu'on a fait, on a juste déployé une network, mais c'est Ethereum, parce que ça utilise les protocoles Ethereum, mais ça a déjà une network privée chez nous. On est propriétaire de cette réseau. Et si vous voulez faire une solution qui est différente, qui va s'appeler, quel est votre nom? Ludovic Coin, ou je sais pas quoi, n'hésitez pas, vous pouvez faire ça. Quelque chose comme ça, mais ok. C'est trop tôt pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans. Maintenant, j'espère que notre blockchain est déjà déployée. On peut aller ici et regarder qu'est-ce qui se passe. Ah oui, le deployment est succédé. Ça marche.
On peut aller sur les ressources groupes, dans lesquelles on a bien fait de les déployer. Comme je vous juste déjà dit qu'il y a beaucoup de ressources lesquelles déployer. Regardez. Il y a 3 VM lesquels déployer et 2 réseaux avec 2 subnets différentes. Juste pour comprendre qu'est-ce qu'on a déployé, on va regarder qu'est-ce qu'on a dans l'output de le déploiement. Ici, output dans le déploiement, on a une site qui est fournie par Microsoft, laquelle on peut réutiliser. On va faire ça. Tada. C'est le site avec tous les stades des réseaux Ethereum, lesquels vous juste déployez. Quel est le nom, quel est le hostname de la node, quel est l'ID des participants, quel est l'ancien block number, le dernier block number. Si c'est le même, c'est très très bon. Si c'est pas le même, ça veut dire que le réseau est en cours de synchronisation. Parce qu'à la fin, on va arriver à la même chiffre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut connecter vers ce réseau. Si vous voulez, vous pouvez aussi connecter vers ce réseau, ce n'est pas le problème. Vous avez juste besoin d'une petite application qui s'appelle MetaMask. C'est ça. Oui. Ici, je dois choisir Custom RPC. Ici, j'ai une Ethereum RPC Endpoint. On a cliqué Copier. On revient ici. Allez. Comme. Ok. C'est un cours de connexion. C'est à quoi en fait MetaMask? C'est une application qui est créée en utilisant le Web3.js. Le 3.js, c'est déjà une librairie qui permet de vous discuter avec les réseaux Ethereum pour faire les transactions, pour faire des connexions, etc. Le problème qu'elle ne veut pas connecter. Pourquoi? Je ne sais pas. Attends. Je vais essayer. Qu'est-ce qui se passe? Ah ah! Parfait. Attends, et essayez de connecter. Ça prendra un petit peu le temps. Ah oui. Ah. On va juste regarder Ethereum RPC Endpoint. Ok, mais pas grave, on va un petit peu continuer. Peut-être plus tard ça va être connecté. C'est toujours comme ça, quand tu fais la présentation, c'est pas marché, malheureusement. Ah oui. Donc au niveau de Azure, faire tourner un bloc as-chain service le moins cher, ça coûte combien par mois environ si ça tourne 24 sur 24? 3 machines, 40 € par machine. Du 80. Ah oui, à côté de 100 €. Mais ça dépend déjà, parce que ça dépend de la taille de la machine laquelle vous faites. Bah, minimum, on peut choisir. Oui, on peut choisir, mais ça coûte de minimum peut-être 50 € par mois, minimum. Minimum. Ok, mais c'est toujours comme ça, mais malheureusement, plus tard, on va essayer encore une fois, mais c'est la présentation. Et c'est la vie que de temps en temps, ça ne marche pas du tout. Du coup, dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va regarder mes expériences? 4 octobre, on va faire une présentation un petit peu plus technique qu'aujourd'hui. Avec des DevOps, etc. Comment développer les projets. Mais par contre, le but qu'aujourd'hui, sur les affiches, on a annoncé qu'on va faire une retour d'expérience de la projet lequel on a fait pour le groupe Renault-Nissan, dans lequel j'étais lead architecte. Par contre, ça, c'est le bureau Microsoft à Paris.
et c'est deux voitures électriques. Et le but qu'on a une équipe qui travaillait, je pense une personne vous déjà connaissez, Vincent Tawanekam. Oui, et plus c'est moi qui travaille sur les projets, plus Frédéric c'est notre directeur des offres. On a développé une solution complexe, laquelle utilise comme les service providers à blockchain dans Azure, dans laquelle on a déployé quelques smart contracts. Par contre, c'est les solutions de traçabilité des voitures. Ça veut dire qu'on fait des traçabilités de l'assurance, de l'achat, de vendre. On a fait les traçabilités des travaux, lesquels on a fait sur les voitures chez mécaniciens, etc. On a des niveaux de hosting, c'est les Microsoft Azure lesquels on utilise. Après, on a déployé un réseau Ethereum privé dans lequel on a déployé les smart contracts. Ça veut dire qu'une smart contract per la voiture, une smart contract per dealer, une smart contract per assurance et tout ce qu'on a besoin pour le life cycle de voiture. Après, on a développé une API unie, laquelle utilise par contre la même Web3.js. Parce que le derrière, comme c'est l'Ethereum, c'est Web3.js, laquelle est déjà fourni pour nous beaucoup de choses qui est prête. Et pour cette API, après, on a déployé une autre application et une autre base de données des identités qui est séparée, qui permet de vous faire une solution complète. Et à la fin, on a suivi tous les processus de la voiture. Quand le véhicule était construit, ça veut dire qu'il a été fabriqué dans Renault Nissan, quand ils ont arrivé vers les dealers, quand le dealer elle était vendu à la personne, à la propriétaire de la véhicule. Après, on a envoyé les diagnostics de ce véhicule, comme comment on a conduire cette voiture, quelle est la consommation, combien de fois par jour tu tapes sur le gaz, etc. Après, on a traqué tous les services d'information, quand on doit faire les révisions techniques, des vérifications, etc. Et aussi quand on fait des achats ou vendre une nouvelle voiture. Comment ça marche derrière? Le problème, que pourquoi on a développé ce système, parce qu'il n'y a pas de la vérité. Chaque fois, imaginez quand vous êtes acheté une nouvelle voiture, vous ne connaissez pas, est-ce que c'est la vraie, est-ce que cette facture qui est donnée par votre client est vraie ou pas du tout. C'est le système qui est justifié parce que chaque participant, on est connu les participants qui peuvent écrire dans le même réseau. Et on peut se justifier parce qu'on peut cette participante passer une certification, je ne sais pas quoi, c'est pas grave, mais c'est nous qui avons accepté participants dans le réseau. Et à la fin, ça donne pour nous une carnet d'entretien électronique sécurisé, laquelle après on peut justifier chaque partie de cette carnet. Aussi, ça donne pour nous un paramétrage au niveau des éco-driving. Parce que c'est déjà plus intéressant quand vous êtes en train d'acheter des voitures que vous regardez que les anciens propriétaires de cette voiture, il était éco-driver. Il n'a pas tapé sur la gaz, beaucoup de fois. Il conduit vraiment comme les papis, on peut dire comme ça. C'est vraiment intéressant. Et par contre, on a connecté ça dans un gros système. Et à la fin, c'était comme ça. On a trois paramétrages dans le système. C'est un garagiste, un mécanicien, un propriétaire de la voiture et un acheteur de voiture. Les numéros de véhicules, il était le VIN number, parce que c'est déjà unique. On a utilisé cette VIN number comme une identification unique. Après, le login et mot de passe aussi. Email et mot de passe. Après, on a des carnets d'entretien et on a des paramétrages d'éco-driving. Par contre, ici, il y a des paramétrages de la voiture, lesquels fournis par constructeur. Aussi, carnet d'entretien. Et aussi, pour chaque carnet, on peut télécharger le justificatif. Ça veut dire que par contre, c'est les factures de la réparation. Et aussi, on peut télécharger une photo, tout ce qui est fait avec la voiture. Et à ce moment, c'est le carnet d'entretien. Après, quand on va finir le recording, je peux vous monter une vidéo, comment ça marche derrière, où il y a des processus. Juste une petite question. Eh oui. La voiture, elle est équipée d'un IT ou pas? Enfin, elle est équipée d'une puce. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et du coup, en fait, le coût de l'entretien du réseau, je sais pas, Sigfox ou autre, c'est qui le paye? C'est le client ou c'est... C'est Renault. D'accord. Par contre, à ce moment, du... oui, de véhicule,
Oui, tout à fait. Par contre, toutes les voitures qui sont sorties de la Renault, de la Citroën, ils sont déjà équipées les bus. Ouais. À ce moment. Et si vous voulez, vous pouvez acheter une nouvelle option. Il va activer cette option pour vous, d'envoyer les données. D'accord. Mais toutes les voitures neuves, à ce moment, sont déjà équipées. Hop. Bon. Deuxième question. Pourquoi la blockchain? Là, est-ce que ça aurait été possible? Qu'est-ce que la blockchain apporte de plus par rapport aux solutions classiques pour fournir ce service à la Renault? Parce qu'il n'y a pas de la vérité, c'est ça le problème. Il n'y a pas de trust dans le système. On ne connaît pas c'est qui fait cette révision. Ici, on peut justifier. On a accepté les participants de la réseau et on peut justifier que l'écriture de cet entretien, elle était une fois. Et après, par contre, cette recording, elle n'a pas été changée par quelqu'un. Si vous pouvez garantir avec un autre système que vous faites la même chose, ok, pourquoi pas. Mais ici, c'est la garantie par les mathématiques. Qu'est-ce qui garantit que si tu utilises la blockchain et que c'est pas juste un fichier de log, enfin, Ça, c'est la vérité par contre. vous mettez je sais pas, mais Oui, mais c'est la vérité, mais derrière ça, vous pouvez voir que si on a fait des partages comment ça marche le système, il est un petit peu plus long que le site d'habitude, que le site classique, parce que ça fait vraiment une transaction. Ça passe, parce que on a besoin de temps que ça passe. Bah oui, mais c'est une question raisonnable, tout à fait, c'est les connexions off-chain, c'est vous qui ajoutez, c'est la vérité. Chaque fois, quand vous déployez une blockchain privée, vous êtes déjà une partie de la vérité, laquelle vous pouvez garantir, vous pouvez accepter. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser, c'est la blockchain. Pour vous, ça n'a aucun impact. À vrai dire, pour vous, c'est pas grave. C'est qui est propriétaire de le système, quelle technologie utiliser dans le système, etc. Pour vous, vous voudrez consommer un bel service. Laquelle justifiez-vous que ça marche. Et c'est tout. Et que c'est les données. Bon, si les données ne sont pas bonnes, j'ai vu, juste en seconde. Si les données ne sont pas bonnes, vous pouvez aller dans les juges et demander que Renault payez-moi 2-3 millions d'euros parce que tu fais n'importe quoi. Hein? Pour les garages autorisés, c'est-à-dire qu'il y a une limitation, il faut être accepté pour... Totalement. On ne peut pas aller faire réparer sa voiture n'importe où. Oui, tout à fait. Et oui, tout à fait. Ça veut dire que c'est la Renault qui est acceptée. Parce que comme les propriétaires de cette réseau, c'est la Renault décide des règles dans lesquelles on a accepté nouvelles participants dans le réseau. Les personnes qui peuvent faire écriture dans les bases de données. Parce que c'est les bases de données unies. Par contre, dans ce cas, on utilise aussi, il y a des deuxièmes choses, lesquelles je peux vous montrer dans les slides, mais je peux dire qu'il y a encore des choses qui sont indiquées. C'est troisième participant, c'est Renault Assurance. Renault Assurance, c'est une autre entreprise. Il y a des Renault Nissan Group, il y a des entreprises qui s'appellent Renault, il y a une autre entreprise qui s'appelle Renault Assurance. Et cette Renault Assurance, il accède vers la voiture, il peut regarder les informations des voitures, il peut faire une devis personnalisée par rapport de votre carnet d'entretien et votre donnée d'éco-driving. C'est aussi possible. Par exemple, si vous êtes vraiment un bel conducteur, on peut vous donner une réduction, je ne sais pas, 90% juste que vous payez pour rien. C'est ça. Ah oui? Tous les documents, les factures, etc., c'est stocké dans la blockchain? Oui, tout à fait. Elle grossit pas trop à oui, parce que du coup, le problème que je ne peux pas vous dire, mais on a développé un système que dans une fois on a stocké une partie de la document dans le blockchain, une partie dans le réseau externe. Et ici, il y a des choses intéressantes, lesquelles on peut garantir que c'est le même document. Ah oui, tu as déjà répondu à comment on a fait. Hop. Toutes les transactions sont enregistrées, des fois il y a des entretiens sur les véhicules qui sont gratuits, c'est pas nécessairement relié à de l'argent, ça peut être simplement une transaction. Par contre, tu ne payes pas d'argent ici. C'est juste les systèmes d'enregistrement. Ça veut dire que oui, totalement, oui, idéalement que tu as une limite dans le système laquelle chaque fois ça paye, mais ce système peut marcher, je sais pas, depuis 200-300 années, pas consommer tous les monnaies qui existent dans le réseau.
C'est presque limité parce que c'est le blockchain privé et c'est vous qui décidez les règles du jeu. Oui. Sur une blockchain déployée comme ça sur Azure, c'est quoi les limites de transaction? C'est vous qui décidez. Au niveau des détails. Si je veux Il y a savoir- limite à laquelle vous pouvez arriver. Par rapport à mes tests, lesquels je fais avec ce template, j'ai essayé de faire, attends, je vais vous dire, à côté de 24 000 transactions par jour. À côté, ça fait 25 000 peut-être, quelque chose comme ça. Par jour, mais c'est mon test, c'est moi qui écris un petit batch, qui fait juste transaction par transaction. Mais si je vais grossir le réseau, je vais grossir les quantités de transactions, etc. Il n'y a pas de réponse unie pour ce type de questions. Ça dépend de combien de participants, combien de puissance de la note pour calculation, etc. Par contre, quelle est l'architecture d'envoyer les transactions? Si vous êtes ajouté une bus, par exemple, dans laquelle c'est arrivé dans la queue, et après, transaction par transaction, il peut attendre un petit peu dans la queue, et après, c'est les transactions qui sont processées juste après. On peut aussi augmenter les quantités de transactions. Après, il va devenir lent le réseau. Oui, oui. Mais en plus, c'est pas du tout, c'est pas très très rapide. Tu as besoin au minimum 1-2 secondes juste que les transactions de les prises. C'est pas comme les bases de données classiques dans lesquelles tu juste fais les transactions classiques, juste envoyer les données, ça hop et tout de suite. Oui. Il y a donc un seul ledger pour tout le parc automobile. Oui. Ça. Et oui. Et le but que c'est après ajouter une autre ledger déconnectée, je sais pas, Volkswagen peut-être, c'est la ref. Mais après on verra. On va pas avoir un ledger par véhicule et du coup embarquer le ledger dans le véhicule pour avoir une transparence. Le prix. Tu auras une copie, hein, pas... Bah oui, mais le prix, mais c'est intéressant, mais le prix des implémentations de cette solution, ça va être automatiquement augmenter le prix des voitures. Chaque plusieurs ledgers, ils sont automatiquement plus petits qu'un unique. Et ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y en avait pas. Quoi? Il y a pas une blockchain, mais un autre truc qui s'appelle Tango, l'IOTA, qui s'approche un peu Et oui. de ça. Du coup, elle est plus faite pour un site des objets qui se déplacent. Tout le monde d'accord. Hop. Et les différents accès, là, le concessionnaire, le etc., ils ont accès aux mêmes informations, à Non. la même vue, ou c'est filtré? C'est filtré, c'est une bonne question. J'attends cette question par contre. Parce que du coup, il y a des choses, par exemple, il y a des informations lesquelles c'est votre propriétaire. C'est vous qui décidez, est-ce que je voudrais partager mon carnet d'entretien avec quelqu'un ou pas? Ou est-ce que je veux partager mon données des code driving? Parce que du coup, c'est l'information personnelle, c'est votre document. Parce que c'est vous qui payez pour cet entretien, c'est vous qui donnez votre voiture. Et par contre, Authorized Repair Shop, il peut juste ajouter. Il ne peut pas voir tous les entretiens, sauf les propriétaires qui n'ont pas donné accès à lui. Par exemple, je peux donner accès à mon mécanicien pour regarder qu'est-ce qui se passe avec mon voiture à l'époque. Combien de réparations, quelle réparation, qu'est-ce qu'elle a été changée ou qu'est-ce qu'elle n'a pas changé. Après, c'est moi qui accède à toutes les informations par rapport au véhicule. C'est moi qui suis propriétaire. Et après, les personnes qui veulent acheter une voiture, ils peuvent demander à moi, à la propriétaire de voiture, de donner accès. Dans le monde de blockchain, ce type de changement d'information, ça s'appelle transfer of the value. On a transféré notre propriété au niveau de la donnée pour le temps à quelqu'un d'autre. Après, on a requesté à Beck. Et si c'est le but que quand j'ai acheté, je peux demander, ok les gars, je suis acheteur, je veux acheter cette Renault Clio, je tape les numéros VIN de cette voiture, et je demandais à la propriétaire, partagez-moi s'il vous plaît cette information. Et je suis le propriétaire, je décide est-ce que je veux partager ou pas. Mais par contre, je veux partager parce que je veux vendre mon voiture. C'est prévu dans les fonctionnalités cœur de... Et oui, c'est ça. C'est parce que c'est la blockchain privée, c'est pas public, avec des règles spécifiques, parce que du coup, comme les systèmes derrière, il y a... Non, il n'y a pas de slide. Ok, derrière, c'est le même template lequel je vais vous montrer, juste avec des différences au niveau de Genesis, au niveau des tailles des réseaux, au niveau des prix de la transaction, et au niveau de combien de monnaie on a dans le réseau. C'est parce que dans ce moment, je peux dire que ce système est presque limité.
Parce qu'on on a ajouté des modifications. Et aussi, on ajoute une partie qui est séparée, mais comme c'est les productions, je ne peux pas vous montrer, un système de supervision. Qu'est-ce qui se passe avec les réseaux, combien de la transaction à ce moment, etc. Oui? Et du coup, toi, en tant qu'administrateur, tu n'as pas accès aux données non plus? Pas du tout. Parce qu'il n'y a pas que la confiance, il y a aussi le fait de la prise. Ben oui. Ben alors, mais je peux entrer, je peux regarder, mais qu'est-ce que je vais voir? Une hash. Qu'est-ce que c'est ce hash? Je sais pas. Hop. Mais là, du coup, pour Renault, c'est qui mine les... Qui mine quoi? Il n'y a rien à miner là pour débloquer... Il y a des nodes mineurs, tout à fait, c'est les parties dans les réseaux. Je ne peux pas vous du coup, donner c'est dans les Azure. tailles. Oui, c'est dans Azure. Je ne peux pas vous donner les tailles derrière les réseaux. Je connais quelles sont les tailles. Il y a Non, mais des- savoir si c'était des gens non. en Chine qui avaient toute leur vie. Mais si, à un moment donné, un jour, Renault va accepter une, je sais pas, une sous-traitante chinoise, peut-être, mais je sais pas. Mais du coup, est-ce que ça reste décentralisé? Oui. Enfin, niveau sécurité, c'est... Au niveau de la sécurité, mais on a déjà une confiance vers ce système. Mais le propriétaire de ce système, Renault est Renault Active Assurance. Oui, non, bien sûr, mais niveau des serveurs d'Azure. Et oui, parce que par contre, c'est les hardware qui différentes, qui garantit par Microsoft. Il y a une SLA, Service Layer Agreement, laquelle chaque fois que vous êtes accepté des ressources cloud ou sinistres, dans laquelle Microsoft garantit que cette machine va marcher 99, voire 98 personnes de temps de l'air. Et ça reste quand même très centralisé autour de Microsoft et Renault. Ah, Après, si moi, mais si tu veux, tu peux ça, je sais pas, tu peux télécharger les images de la VM et déployer sur OVH par exemple. Mais c'est toi qui décides. Et ah oui, c'est toi qui fais le script de faire cette migration. Mais à ce moment, on a... Ah oui, mais la réponse est simple. Si tu veux travailler depuis, je sais pas, depuis un mois, sans week-end, tu peux faire ça, vas-y. Il n'y a pas de chose qui est possible dans le réseau, tout est possible. on peut faire une chaîne privée qui est quand même complètement décentralisée. Mais ça aussi décentralisé, mais ça centralisé autour de Microsoft. Moi, Ben oui, tu peux déployer une participante dans le réseau Microsoft, une participante dans le réseau Amazon, pourquoi pas. C'est aussi possible. Une participante chez OVH, une participante chez OnlineFR, etc. par exemple, si un jour Renault décide d'ouvrir complètement ce système au garage, que ça soit vraiment décentralisé, et C'est que possible. Renault fait faillite, C'est est-ce que le possible. système continuerait à survivre? Oui, tout à fait, c'est possible. C'est juste qu'on ajoute à... Si je reviens ici, Et juste au niveau des permissions, il y a une belle slide ici. Ça, une partie Azure, par exemple. Ça, c'est une partie, je sais pas, c'est dans une propriétaire des garages, dans leur propre hardware. Cette partie dans une, je sais pas qui. C'est pas grave. Mais c'est possible, on peut ajouter. C'est juste qu'on doit appliquer la même règle de la réseau qu'il y a ici. Même bloc Genesis, et après, même ID de la réseau. Et après, on doit connecter ce réseau soit par VPN, soit par les lignes directes, etc. Mais le réseau doit être accessible. Pas les réseaux des mineurs, les réseaux des transactional nodes, c'est important. Les réseaux des mineurs, c'est transactional nodes, lesquels dit à un mineur qu'est-ce que tu dois calculer. C'est comme orchestrateur. C'est-à-dire qu'on a une node qui regarde qu'est-ce qui passe derrière. Et les données de sécurité, par exemple, elles sont stockées dans la blockchain? Oui, et en plus, tu n'as pas fait échangement à les informations en direct. L'information, elle est toujours encryptée. Il est arrivé juste à la fin, quand tu essayais de décrypter. Mais quand tu veux obtenir, une vraie info, tu décomposes cette donnée au niveau des API. Et ce n'est pas les blockchains qui décomposent pour toi ça. Ok, je peux passer un petit peu plus loin. Allez. Ok. Il y a un base slide. Je pense que tout le monde déjà connaît qu'est-ce que c'est. C'est très très joli comme les sites. Ça s'appelle Visual Studio Marketplace. C'est pour les amis de Microsoft. Il y a une extension pour Visual Studio
qui s'appelle Solidity, lesquels permettent vous de faire développement Solidity. Mais par contre, ce qu'il ajoute, c'est juste syntax highlighting. Par contre, dans Notepad++, vous pouvez faire presque la même chose. Mais c'est juste que je lis que dans votre Visual Studio, vous êtes un nouvel type de projet qui s'appelle Ethereum Project. C'est important. Par contre, c'est la dernière mise à jour de 2016. Ok. Mais comme c'est les Notepad++++. Ok. Si on a reprendre tout ce que je vais vous essayer d'expliquer aujourd'hui, que typique solution de blockchain, il construit trois parties. Il y a des niveaux de protocolaires, il y a des niveaux de plateformes, au niveau de la permission, il y a un niveau des applications, ça veut dire dans la logique, etc. Niveau protocolaire, c'est fourni par technologie. Niveau de plateforme, c'est fourni par les vendeurs. Niveau de l'application, c'est vous qui faites. Parce qu'en même temps, vous ajoutez pourquoi je dis que c'est beaucoup plus complexe comme les websites classiques. Parce qu'à ce moment, vous devez décider quelle partie je dois déployer dans les blockchains. Et en même temps, au minimum, ce n'est pas les bonnes idées quand vous êtes exécuté, par exemple, vous êtes votre propre site web, vous exécutez dans le réseau blockchain quelque chose directement. Les plus corrects quand vous êtes des API sécurisés qui discutent avec le réseau blockchain. Et votre site juste consommer cette API. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez développer beaucoup de plus choses. À un moment donné, vous devez développer pas seulement partie front et back. Vous devez aussi développer une API pour blockchain et aussi des codes smart contracts pour les blockchains. Et aussi de workflow si vous besoin. Hop. Ok. Juste pour revenir. Ok, blockchain c'est bien. Je pense que vous avez déjà compris que c'est les bases de données, en gros, on peut dire comme ça. C'est les bases de données transactionnelles. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas écrire vraiment beaucoup de données dans ce base. Si on veut faire une base de données dans laquelle on va stocker tous les films chez Netflix, ça va être compliqué. Parce que la taille de cette base, ça va être, je sais pas, pétabytes ou je sais pas quoi. Par exemple, à ce moment, juste pour une fois, que Netflix dans le monde utilise presque 1 million 100 écritures vers leur base, à côté de 250 nodes de la base de données distribuées. C'est important. Ok, pour faire ça, quand je commence la présentation, je vous dis qu'il y a des solutions qui s'appellent BlockchainDB qui vous permettent de faire des développements d'une vraie base de données. Les idées de cette plateforme, qu'on a fait des partages de l'information. Une partie, on a écriture sur la base de données classique Mongo. Une partie de données, on a écrit sur le réseau blockchain. Et c'est la plateforme qui décide quelle partie de données on a écrire où. Et ça, c'est intéressant. Et c'est la plateforme laquelle il faut faire pour vous garantir que les données les stockées bien, que les données les distribuées, que les données les sécurisées. Les données ne sont pas dans un régime ouvert. Le but qu'il est promis que c'est à côté de 100 000 transactions par seconde, ça veut dire que c'est 1 million d'écritures vers la base de données, une latency moins de 100 millisecondes, une capacité jusqu'à 48 terabytes per la node, c'est pas mal déjà. Et bonne scalabilité. Mais je sais pas, à ce moment c'est pas la vérité, c'est belle slide marketing. Mais j'espère qu'ils vont arriver parce que c'est les startups qui sont basées à Berlin. Et par contre, ils proposent vraiment de belles choses. Et le plus intéressant, c'est qu'après, on peut faire des queries de ces bases de données. Parce qu'on ne peut pas faire exactement les queries sur le réseau blockchain. Ici, tu travailles avec le réseau comme avec les bases de données. Il a proposé une wrapper. Déjà, vous n'avez pas besoin d'écriture d'une API. Il a proposé une wrapper, laquelle permettra d'injecter les données. Ok. Et juste pour un petit peu, combien de temps on n'a pas beaucoup de temps. Comment vous pouvez commencer? Il y a des choses. Vous allez sur les Azure Portail, /blockchain. Vous allez retrouver beaucoup de choses. Il y a des choses au niveau de dev test. Il y a des machines virtuelles avec des choses pour développement. Par exemple, une framework Truffle, laquelle vous aussi pouvez utiliser.
Après, vous pouvez déployer blockchain, la même que j'ai déployé juste tout de suite. Et après, vous pouvez commencer les développements. Merci d'être venu. S'il y a des questions, n'hésitez pas. T'as une licence au faire gagner. Ah, oui, j'oublie. Hop. Pourquoi on met en avance le nombre d'écritures en seconde? Le nombre de lectures, il va être quand même beaucoup plus important. Oui, tout à fait. Répétez les premières parties de la question. Pourquoi on met en avance le nombre d'écritures en seconde? Eh oui, parce que si tu as des... écoutez, à un moment donné, tu arrivais de plus que, je sais pas, plus que quelques millions de transactions par seconde, tu dois stocker cette transaction. Et tu dois écrire ces transactions dans le réseau. C'est aussi important. Il y a deux choses. Tu dois écrire dans les réseaux, après tu dois les rayer. Les rayer, tu peux les rayer sans aucun problème. Écriture, tu dois calculer. Ça, c'est le problème. Ok. Et est-ce que toutes les slides que tu nous as présentées, elles seront disponibles sur Mug? Déjà. Ok. Parfait. Déjà, après, tu peux taper mon nom, prénom sur SlideShare, tu vas trouver beaucoup de choses. Et le système Renault, il est opérationnel ou Oui. pilote C'est pilote à ce moment, mais au final, il est opérationnel. Plus de détails, on va dire 4 octobre. À ce moment, je ne peux pas te donner plus de détails parce que c'est encore sur une DI. Est-ce que tu peux rajouter des nœuds à chaud dans le système? Oui, oui. En temps réel, Ben oui, tu juste ajouter les participants, tu connectes vers le réseau et après, c'est automatiquement, c'est le système qui comprend que ça les notes. Imaginez qu'en première fois qu'on a créé les réseaux, on a ajouté des member ID. C'est ça, si tu ajoutes member ID, oui, tu peux entrer, c'est aucun problème. Oui. Tu as parlé des performances en écriture, ça prenait à peu près 2 secondes pour une transaction, et en lecture, ça prendrait combien? Ah, je peux pas te dire, j'ai pas encore calculé ça. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, tout à fait, mais c'est a priori oui, parce que a priori, toutes les écritures c'est le plus long car tous les... Ok, tu as compris qu'est-ce que je veux dire. Désolé. Je suis pas sûr d'avoir bien compris l'XMDB. En fait, c'est à chaque nœud, il y aura. C'est les promesses, qu'est-ce que je veux monter. Hein? C'est les promesses, qu'est-ce que je veux monter. C'est pas tout ce qui marche maintenant comme ça. Mais le but, c'est une vraie peur. En même temps, imagine, tu as une base de données Mongo, et à côté, tu as une base de données tu as blockchain. Et à côté, tu as une API qui est fournie par BitchainDB, par ce gars, et qui dit, ok, quelle partie on a passe vers la blockchain, quelle partie on a passe vers la Mongo. Et c'est les API qui décident, qui jouent avec ça. La blockchain est appliquée sur chaque nœud et la base est en base. Chaque node, il y a une partie de la base, une partie de la blockchain. Oui, tout à fait. Oui, pas tous. Parce que c'est les API qui font des orchestrations. Quelles données on a appliquées vers la blockchain, quelles données on a appliquées vers la base. Et avec quelle partie de la base. C'est quoi la logique de la répartition Ah, c'est peut-être c'est les idées de BitchainDB, je sais pas. Mais ça marche comme ça. Ça apporte pas plus de sécurité, ça? Oui et non, parce qu'on peut constater qu'on a des traçabilités, on a des hashés, tous hashés, les données, les bien écritures, etc. Mais dans tous les cas, c'est moins blockchainisé que les autres. Mais on a des garanties que les données sont vraies. Oui. Le projet avec Chrono, c'est un projet qui a mis combien de temps? Vous avez mis combien de temps Pas mal. C'est juste qu'est-ce que je peux répondre. Ah. Comment vous avez choisi la preuve mathématique justement pour votre blockchain? Est-ce qu'il y a un organisme, enfin, de ce que je vois, c'est finalement c'est Renault qui maîtrise toute la chaîne, donc s'il veut manipuler, faire une preuve mathématique très très faible pour sa blockchain, il pourra le faire. Il peut pas. Il connaît pas qu'est-ce qu'il est mettre mais le marge derrière. C'est le logiciel, c'est les codes c'est les binaires, lesquels exécutent, et tu connais pas comment ça exécute. Mais du coup, tu peux entrer sur la version open source, regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Mais à ce moment, c'est une binaire qui est fournie, qui est officielle, qui existe dans les images, etc.
il n'y a pas moyen de régler justement cette preuve mathématique? Non, il n'y a pas. C'est ce qui est garant de... Eh oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour un acheteur en fait là, le fait, comment il s'enregistre dans le système? C'est automatiquement. Quand tu achètes les voitures, tu es automatiquement enregistré. Par la partie API, ce que vous avez fait là? Eh oui, oui, tout à fait. Par contre, les voitures, elles entraient automatiquement quand on les a construites. Elles étaient construites. Elles ont sorti de la porte de la factory et eh oui. Après, c'est juste si tu veux enregistrer et continuer la registration, tu peux cliquer, tu recevras un mail dans lequel tu peux cliquer, ok, je veux, ok, je veux. Mais par contre, c'est pas marche avec toutes les voitures. C'est opérationnel, mais c'est pilote. C'est pas 100% de les voitures de Renault Nissan qui va enregistrer. Oui. Du coup, l'acheteur, si c'est ses données et que c'est privé, il est censé conserver les clés privées d'une manière ou d'une autre quelque part. Ça a été géré, ça comme... Non, c'est un petit peu intéressant géré. On a acheteur, il doit connaître deux choses pour obtenir les données de la voiture. Pour obtenir des données de la voiture, il doit être enregistré sur le système, il doit connaître les numéros VIN et l'adresse de mail de la propriétaire des voitures. Après, il fait des requêtes de droits. Et après, c'est les propriétaires qui décident est-ce que j'ai donné les droits ou pas. Et après, c'est les propriétaires qui gèrent dans leur cabinet. D'accord, mais s'il n'y a pas de clé privée ou chose comme ça, c'est-à-dire que potentiellement Renault pourrait faire de l'impersonnation pour se faire passer par la personne et accéder aux données d'une manière ou d'une autre. Non, parce qu'on a garantie sur les... Mais oui, après oui, c'est possible. Tous les systèmes on peut hacker, c'est la question de temps et d'investissement. Et oui, c'est possible, mais par contre, au niveau des API, on a contrôlé que c'est les propriétaires de la voiture et les propriétaires des données. C'est indiqué dans les smart contracts, ça lié directement. Tout à fait, mais pour qu'il prouve son identité, normalement, enfin, sur une blockchain, normalement, c'est notre clé privée qui permet de prouver qui on est. Si la clé privée... Non, 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 ici il n'y a pas de clé privée, ici il y a identité, c'est le numéro VIN. C'est l'analogue de la clé privée, mais ce n'est pas les idées de clé privée, c'est juste l'analogue. Mais oui, totalement, Renault. Mais par contre, oui, dans tous les cas, propriétaire de la système peut accéder vers les données. Oui, c'est possible. Si justement on fournissait une clé privée à un propriétaire, ce serait effectivement lui le seul à avoir accès à oui, oui, tout à fait, mais à ce moment, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est bonne idée pour le futur. Oui. Pour que les données soient encryptées et juste le propriétaire de la voiture pour décrypter ces données. Mais tout l'intérêt de Nissan et de Renault, c'est d'avoir accès à ces données. Non, c'est toi qui décides de donner ces données à Renault Nissan ou pas du tout. Aussi, parce que pour Renault Nissan, c'est pas grave. Est-ce que cette machine, elle est bien, comment... C'est une machine par millions. Oui, c'est ça, c'est une machine par les millions, c'est ça ce qui intéresse. Pour les Renault Nissan, c'est plus qu'intéressé que ton voiture elle était cassée, tu vas aller acheter les nouvelles. Ah. Du coup, là, on sait que Ethereum va passer sur Metropolis avec le Proof of Stake. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus du coup là-dessus? Les tailles de blocs. Par exemple, les impacts chez vous, s'il y en a. Ah oui, impact il y a parce que du coup on va migrer vers la nouvelle logiciel. Tout à fait, c'est juste le temps de configuration. Mais par contre, les impacts pour tous les réseaux publics, il n'est pas très gros comme pour les réseaux publics. Parce que du coup, on peut décider à quel moment donné on veut mise à jour ou veut pas. C'est tout. Ça peut continuer avec les anciennes versions. Mais par contre, c'est le plus gros important que la taille des blocs il va changer. Ça c'est important. Ça veut dire que combien de transactions on peut écrire dans un bloc. Oui. Dernière question. Derrière, ok. Après, il y aura l'apéro si vous voulez continuer. Ludovic Cohen, elle veut donner une question. Sur BitchainDB, ok. Il y a une base qui cohabite avec la blockchain. Oui. Donc bon, il y a la chaîne des blocs avec les hashes qui garantit l'intégrité de la blockchain. Par contre, Oui. qu'est-ce qui garantit l'intégrité de la base à côté? C'est intéressant. C'est au niveau des API parce que du coup, dans les blockchains, tu écritures les hashes de données qu'il y a dans les bases. Aussi. Il y a un hash de chaque entrée de la base dans la blockchain. Eh oui. En fait, elle sert à ça, Mais oui, mais hash, elle est unique. Par elle sert défaut. juste à ça, en fait, la blockchain, à stocker les hashes de la base. Oui. L'essence Du coup, ouais, on va s'arrêter là. Donc, Oh,
Ok, on a des... Ah, merci beaucoup. Attends, je vais prendre mon selfie. Ah, allez, mon pote. Hop. Hop, les gars. Ah, par contre, les licences, je pense... Ah, mais non. Désolé, mais il y a des femmes, je pense que c'est bonne idée pour les femmes qui derrière les licences. Licence pour toi. Licence pour toi, écoute.